Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Karel Bourgois de Voxist pour un webinar de notre série Un jour, une start-up organisée par le Hub Francia. Je suis Gaëlle Pinson, directrice générale du Hub Francia. Le Hub Francia est une association de près de 3 ans qui réunit des membres de l'écosystème qui veulent accélérer leur utilisation de l'IA appliquée et aussi l'IA à l'échelle européenne dans divers groupes de travail, moments de networking et de benchmark. Mais nous allons passer tout de suite au cœur de notre sujet aujourd'hui, comment les technologies vocales révolutionnent l'expérience client. Karel, je te cède la parole. Bonjour Gaëlle, merci à tous de participer à ce webinaire. Donc, je suis Karel Bourgois, je suis le cofondateur de Voxist, mais je suis aussi le président d'une association qui s'appelle le Voice Lab, dont on parlera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Alors, ce que je propose, c'est que je vais vous partager une présentation pour placer un peu le sujet. N'hésitez pas, pendant que je parle, d'envoyer quelques questions si vous en avez dans le chat, et on essaiera d'y revenir à la fin de la présentation. Donc, avant de rentrer dans le détail, je propose de positionner un petit peu le marché du vocal pour que vous voyez de quoi on parle. Donc, aujourd'hui, le vocal, c'est un marché qui est porté par ce qu'on appelle les enceintes intelligentes. Et ce qui est impressionnant, c'est la rapidité d'adoption de ces nouveaux devices. Ça a été encore plus rapide que le téléphone portable ou la télé. Aux États-Unis, on voit qu'à moins de 5 ans, on avait 50% des foyers qui étaient équipés. Et en termes de croissance, on s'attend à une croissance assez importante puisqu'on devrait avoir un peu plus de 5 milliards de personnes équipées d'ici 2021. Pardon. En termes d'adoption, on est maintenant donc dans une courbe qui fait que les États-Unis sont un peu devant, mais sont suivis assez près par d'autres pays européens ou quelques pays plutôt d'Asie qui ont des taux d'adoption qui montent aussi assez vite. Et en fait, même ce qu'on peut voir, c'est que ces taux d'adoption dans certains pays, entre autres par exemple l'Australie ou le Canada, ont été encore plus rapides qu'aux États-Unis. Donc dès la première année, ils avaient déjà des taux de pénétration de plus de 5%. Donc on peut s'attendre à ce que ça soit vraiment quelque chose qui explose. Alors, il n'en reste pas moins que quand on regarde un petit peu en termes de disponibilité, alors là, ce sont des chiffres qui indiquent pour l'enceinte connectée d'Amazon, Alexa, le nombre d'applications disponibles. Donc on voit que les États-Unis sont très loin devant, et puis surtout on voit qu'en bas, la France, on est très loin derrière. Alors ce sont des chiffres de janvier, mais j'ai vu les chiffres de janvier 2019, mais j'avais vu les chiffres de 2020, et alors, tout le monde avait augmenté, nous aussi, mais on ne restait pas moins qu'on était assez loin derrière. Donc ça fait partie des choses dont on parlera un peu tout à l'heure. Alors pour donner quelques chiffres en termes de business, pour qu'on voit ce que ça veut dire derrière, il y a un certain nombre de domaines liés à la voix qui existent. Donc il y a les assistants vocaux dont on parlait à l'instant, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars dès 2024, et on voit que, enfin de croissance, pardon. On voit que c'est le cas aussi pour la technologie qui est au cœur de cela, qui est la technologie de speech-to-text, donc de retranscription, la capacité à transformer de la voix en texte. C'est aussi un marché qui est en croissance de plusieurs dizaines de milliards à l'heure actuelle. Et il y a tout un tas d'autres marchés annexes qui peuvent être la reconnaissance vocale ou dans le marché plus des centres d'appel, tout ce qui est l'interaction dans les services d'accueil téléphonique. Un point qui est intéressant, c'est de voir que le vocal, c'est quelque chose dont on pense souvent donc, à ces enceintes intelligentes, mais c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser et qui est présent de plus en plus dans le foyer au travers d'autres équipements. Donc on a bien sûr le téléphone portable qui maintenant inclut toujours de la reconnaissance vocale pour commander au moins un certain nombre d'applications. On le voit apparaître de plus en plus dans la voiture, mais c'est aussi le cas maintenant, on le voit dans pas mal de box pour contrôler la télévision, et puis le contrôle sur l'ordinateur, maintenant aussi des montres, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus
comment dirais-je, omniprésent dans l'interaction homme-machine. Et on voit aux États-Unis que dès aujourd'hui, dans la décision d'achat d'une voiture, c'est quelque chose qui rentre en compte. Alors, ce n'est pas forcément un critère encore décisif, mais en tout cas, ça nous indique que, quelque part, quel que soit votre domaine d'activité, le vocal est un élément qui rentre dans le critère de décision du client, dans la façon dont le client interagit avec tout un tas de marques. Et malheureusement, ou malheureusement en tout cas, à l'heure actuelle, c'est un marché qui est dominé par un certain nombre d'acteurs, américains en particulier, et puis quelques acteurs chinois. Et ça pose un certain nombre de questions qui sont quelle est la place pour des acteurs français ou européens, comment on peut, en tant qu'entreprise, utiliser ces services en ayant un bon niveau de réassurance en termes de la confidentialité de ces données, en termes de risque de compétition qu'il peut y avoir. Donc c'est parmi ces enjeux-là que notre réflexion s'est faite et qui explique un peu pourquoi on a créé le Voice Lab. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc aujourd'hui, en fait, si on regarde les grands acteurs américains, on peut voir qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui sont positionnés sur les systèmes d'exploitation mobile. Apple et Google ont maintenant une sorte de duopole, Microsoft ayant perdu cette guerre. On voit la même chose dans la partie messaging, où Google a essayé de nombreuses fois, mais finalement n'a pas vraiment réussi. Aujourd'hui, on a du Teams ou on a du iMessage qui sont parmi les leaders. Et donc, en fait, il y a un règne de duopole, on pourrait dire, sur un certain nombre de technologies. Ça a été le cas donc, pour ce qui est des téléphones mobiles, des systèmes d'exploitation des téléphones mobiles. Et on a un risque relativement conséquent à l'heure actuelle que on voit se positionner un duopole similaire dans le domaine du vocal, avec Google et Amazon qui ont pris une vraie longueur d'avance. Et donc c'est pour ça qu'on a créé le Voice Lab. Donc le Voice Lab, aujourd'hui, c'est une association qu'on a créée pour permettre à l'écosystème français et européen de rester concurrentiel au niveau mondial en partageant un certain nombre de ressources et pouvoir ainsi offrir une alternative aux industriels, mais aussi aux États et à tout acteur économique français et européen, dont les enjeux ne sont pas forcément compatibles avec l'usage de solutions on va dire, qui parfois posent un certain nombre de questions. Alors, on voit par exemple que on a certains acteurs qui, dans le passé, ont ouvert leurs solutions techniques aux entreprises et en ont appris ainsi à connaître le métier de ces entreprises de façon assez pointue, et puis sont devenus des concurrents, voire ont repris une certaine dominance dans ces marchés. Et avec la voix, c'est un peu un souci qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les interactions vocales se font par le biais d'un acteur qui va pouvoir utiliser ces interactions pour apprendre à connaître vos clients mieux que vous, il y a un véritable souci. Donc la solution qu'on a décidé de mettre en place, c'est la création d'une place de marché qui puisse fédérer les acteurs français et européens pour lutter contre la fragmentation qu'on peut avoir en Europe et en France en particulier. Donc effectivement, on est aujourd'hui sur un domaine où il y a de nombreux acteurs qui sont de taille petite ou moyenne et qui sont des domaines précis. Et donc finalement, une des constatations qu'on a eues, c'est que si on arrive à regrouper nos différents acteurs de l'industrie, eh bien on va pouvoir quelque part mieux servir les industriels, puisque nous pourrons apporter des réponses qui sont très précises par rapport à une offre qui est souvent quand même assez généraliste chez les acteurs monopolistes.
Donc, un autre travail sur lequel on va se concentrer, c'est une normalisation des API pour, là aussi, faciliter finalement l'accès. C'est-à-dire que si pour un service client, vous utilisez un acteur français-européen avec un certain type d'API, si le lendemain, votre entreprise a besoin d'un service vocal dans un domaine différent, par exemple pour faire un chatbot, un callbot, vous pouvez aller utiliser les mêmes API. Derrière, la société qui va apporter son expertise sera peut-être une société différente, mais le Voice Lab va vous permettre de faire ça de façon transparente. Et enfin, un élément clé de ce qu'on est en train de construire, c'est d'avoir un environnement neutre. Donc aujourd'hui, on travaille avec une TGIR, une très grande infrastructure de recherche qui s'appelle Humanum, qui est donc une entité publique et qui va héberger les données du Voice Lab pour assurer que les données elles sont dans un environnement contrôlé, relativement neutre, c'est-à-dire que si l'acteur start-up, PME, TPE qui fournit le service venait à ne plus être en mesure de le faire, les données des clients restent dans un endroit où elles sont conservées de façon sécurisée. Alors, on a derrière un business model pour que l'association puisse fonctionner. Donc, en fait, il y a des services qui vont être fournis en propre par l'association et des services qui seront les services de ses membres au travers de la place de marché et sur laquelle l'association prendra un certain nombre de frais, tout simplement. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc l'idée, c'est d'avoir une base de données commune qui pourra être en partie publique et une partie des accès privés. Donc, cette base de données, c'est une base de données vocale. On va pouvoir voir des données de voix avec toute la partie transcription qui nous permet d'entraîner des moteurs. Donc, c'est la deuxième partie, c'est les moteurs. Là encore, on peut avoir des moteurs qui peuvent être des moteurs open source avec certains membres de l'association qui travaillent ensemble à co-construire, ou des moteurs, on va dire, commerciaux, qui vont pouvoir en tout cas accéder à ces données. Et comme on travaille tous ensemble, on va pouvoir ainsi avoir plus de données. Aujourd'hui, une des raisons pour laquelle bien même les grands acteurs mondiaux ont du mal à faire des choses de qualité en français, c'est qu'il manque de données. Pour vous donner une idée, en termes de données ouvertes, il y a à peu près 2 à 4000 heures en français qui sont disponibles. Un Baidu en Chine travaille avec 100 000 heures. Donc nous, l'objectif justement qu'on s'est donné, c'est de construire 100 000 heures de données en langue française qu'on puisse partager entre les différents membres pour pouvoir entraîner nos modèles et avoir des modèles de bonne qualité. Et donc ces modèles, c'est des modèles de reconnaissance vocale, mais ce sont aussi des modèles de synthèse vocale, d'identification. Donc voilà, on va étendre l'offre de service à tout un tas de moteurs. Et la dernière niveau, en haut, ce que vous voyez, c'est les services. Donc c'est là où serait la place de marché et où des acteurs qui construisent des assistants vocaux, des services d'analyse d'émotions pour des contextes spécifiques ou de façon générique, l'identification vocale, la traduction, le sous-titrage, etc., pourront offrir ces services aux clients qui le souhaitent et qui peuvent ainsi avoir une offre de service globale, puisque c'est un des problèmes dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, là où un acteur un peu global va vous permettre de faire avec un seul contact un service complet, vous allez pouvoir chez eux trouver la reconnaissance, la synthèse, la partie analyse de langage. C'est vrai que si vous voulez le faire avec des acteurs francophones ou européens, aujourd'hui, généralement, vous allez devoir travailler avec 2, voire 3 ou 4 sociétés différentes qui vont chacun apporter la brique. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement, avec une seule connexion, entre guillemets, au travers de cette place de marché, avoir accès à l'ensemble des services. Voilà, donc là je vous ai donné un petit peu
une vision de tout ce qu'on peut faire avec la voix et de pourquoi on a créé le Voice Lab. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner un exemple concret au travers de ma société Voxis, de comment ces technologies peuvent répondre à des problématiques concrètes d'une entreprise ou d'une personne. Alors, l'axe sur lequel Voxis est positionné, c'est celui de la messagerie vocale. Aujourd'hui, c'est vrai que la messagerie vocale, si on regarde, elle n'a pas évolué en fait quasiment depuis le bon vieux répondeur à cassette. Alors, c'est plus du tout effectivement les mêmes interfaces, mais fonctionnellement, on ne fait pas rien de plus qu'un répondeur à cassette ne faisait à l'époque. Donc, c'est un peu étrange parce que quand on voit l'évolution du téléphone en lui-même, c'est un appareil qui aujourd'hui offre une multitude de services supplémentaires. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit qu'au niveau de la voix, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Donc, l'idée derrière Voxis, ça a été dans un premier temps que aujourd'hui, finalement, quand on vous appelle et qu'on vous laisse un message vocal, c'est un peu étonnant, puisque si vous n'avez pas pris l'appel, c'est généralement que vous n'êtes pas dans une situation d'écouter quelque chose. Donc, un des services au cœur de Voxis, c'est la capacité à lire vos messages. Et donc, la vision derrière, en fait, c'est qu'à moyen terme, nous pensons que finalement, une messagerie vocale n'aura plus de sens et qu'elles seront toutes remplacées par des assistants vocaux qui peuvent non seulement répondre à l'appel en votre absence, mais en fait même traiter cet appel. Et donc, comme déjà la lecture, c'est 10 fois plus rapide, on pense que c'était un premier axe intéressant pour apporter de la productivité dans la prise d'appel. Donc voilà, la Voxis, notre objectif, c'est de créer un assistant professionnel qui fonctionne aussi bien pour le mobile, le fixe ou les lignes téléphoniques en voie sur IP, en utilisant les progrès de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on fonctionne en France et aux États-Unis, donc avec un grand nombre d'opérateurs. Et on a déjà des utilisateurs aussi bien en ce que j'appelle du B2P, c'est-à-dire des individus, des professionnels, et du B2B, des entreprises. Donc, quelles sont les trois grandes fonctionnalités de Voxis? Alors, tout d'abord, on a une messagerie visuelle, ce qui peut paraître en France anodin, mais il faut voir qu'il y a un certain nombre de pays où ce n'est pas une fonctionnalité disponible, ou alors elles sont réservées à certains opérateurs qui ont signé des contrats avec les constructeurs téléphoniques. Donc nous avons une application de messagerie visuelle qui vous permet en un coup d'œil de voir la liste de tous vos messages et qui fonctionne aussi bien sur iPhone que sur Android de manière indépendante du constructeur et de l'opérateur téléphonique. Donc la deuxième chose, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est cette capacité à retranscrire un message audio en texte qui vous permet d'un coup d'œil de prendre connaissance d'un message. Donc ça, c'est très très pratique. Et une de nos spécificités, c'est qu'on supporte à peu près 140 langues. Donc ça marche aussi bien pour des personnes francophones que des personnes qui parlent l'anglais ou des langues moins usitées. Et la troisième chose, c'est la capacité de réintégrer quelque part la messagerie dans le processus métier en partageant les messages reçus. Alors ça peut être tout simplement par email, ce qui fait que vous pouvez décider que quand quelqu'un du hub Francia me laisse un message, eh bien ça part dans une boîte mail d'un collègue à moi qui travaille avec eux. Mais on peut aussi aller plus loin et faire de l'intégration avec des outils de CRM. Et on pourrait imaginer, par exemple, je sais pas, dans une société qui utilise Salesforce, que le message de Gaël aille directement dans un fil Salesforce qui permet d'avoir un suivi de notre relation avec le hub Francia. Alors, l'autre chose qu'on fait qui est assez différenciante et novateur, c'est qu'on vous permet de personnaliser l'annonce d'accueil. Donc là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, une des frustrations, finalement, quand vous appelez quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre votre appel, c'est que généralement, le message n'est pas, on va dire, très, très chaleureux.
En fait, on a un peu le problème du plus petit dénominateur commun, c'est comme on ne sait pas qui va écouter le message, ben on en dit le moins possible parce qu'on ne sait pas si ça va être un marketeur ou quelqu'un de très proche. Donc avec la personnalisation des annonces, en fait, on va pouvoir créer une annonce qui va être spécifique à une personne qui appelle. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, justement, en utilisant des technologies de synthèse vocale, on va pouvoir même en fait énoncer quelque chose qui va inclure des données personnelles de la personne. Donc bonjour, prénom. Je ne peux pas prendre ton appel, mais je le lis dès que possible. Donc là, dès qu'on a une personne qui appelle, on va utiliser les informations du carnet d'adresse pour l'accueillir avec son prénom. Donc là, tout d'un coup, ça donne une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus personnelle avec les clients, les partenaires qu'on peut avoir qui nous appellent. On peut aussi le faire de façon beaucoup plus unitaire en ayant une annonce spécifique pour une personne avec notre propre voix. Donc, je peux enregistrer quelque chose, je ne sais pas, par exemple, pour mon épouse. Désolé chérie, je ne peux pas prendre ton appel. C'est quand même plus agréable pour elle quand elle m'appelle et que je suis occupé que d'avoir un message générique. Voilà. Donc ça, ce sont les fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles dans Voxis, qu'on a déployé depuis maintenant presque 2 ans, d'abord en France et après aux États-Unis. Et l'étape d'après, c'est celle dont je parlais, de vraiment transformer le répondeur en un assistant intelligent et qui puisse converser. Donc là, on a créé notre premier service autour d'un agent de réservation. En l'occurrence, c'est un agent de conversation pour la restauration. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démo. Alors, je vais arrêter le partage. Ouais, j'espère que vous entendez. Bienvenue au restaurant Voxit. Vous voulez faire une réservation? Vous pouvez dire « Faire une réservation ». Je voudrais une table pour 2 personnes demain soir. Pour quelle heure? 21h. Quel est votre prénom? Karel. Nous avons de la place pour 2. Disponible demain à 21h. Voulez-vous confirmer cette réservation au nom de Karel? Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai parlé de façon assez naturelle, donc j'ai dit que je voulais une table pour 2 demain soir, mais je n'ai pas dit à quelle heure, donc il m'a demandé l'heure, mais il ne m'a pas redemandé pour combien de personnes, puisqu'il avait compris que c'était pour 2. Et donc, on peut avoir ce type de conversation assez naturelle. Et derrière, en fait, c'est connecté au carnet, à l'agenda du restaurateur pour vérifier les disponibilités, me proposer éventuellement un autre créneau si j'avais pris une heure où il n'y avait plus de table de disponible, etc. etc. Et donc ça, c'est notre première version, mais c'est quelque chose qu'on peut généraliser pour d'autres types d'interactions, telles que par exemple la prise de rendez-vous tout simplement pour, je sais pas, un commercial ou quelque chose comme ça. L'intérêt, c'est que on reste entre guillemets sur une interaction de répondeur, c'est-à-dire si ça avait été non pas un client qui voulait passer prendre une réservation, mais le livreur de bière qui appelait, il aurait pu juste laisser un message en disant voilà, la livraison de bière ne sera pas à l'heure, etc. Et on retombe sur les fonctionnalités de Voxis telles que je vous les présentais précédemment. Parce que ce qu'il faut être conscient aujourd'hui, c'est qu'effectivement, une intelligence artificielle n'est pas capable de tout faire. Donc il faut rester sur des cas d'usage relativement focalisés. Donc par exemple la prise de réservation, mais il ne faut pas penser qu'on va pouvoir gérer toutes les problématiques de l'entreprise de cette façon. Donc c'est plutôt un élément qui peut venir en complément pour décharger les acteurs humains dans leur relation avec les clients. Donc là, l'idée, c'est vraiment que le répondeur, c'est un répondeur, c'est-à-dire que si le restaurateur avait pris l'appel, il aurait pris l'appel, il aurait pris la réservation directe. Maintenant, s'il ne peut pas, c'est dommage de perdre cette commande, ce client potentiel. Et donc, c'est pour ça qu'on offre cette possibilité.
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, aussi bien sur le Voice Lab, Voxist, et puis les technologies vocales de façon plus générale. Et je serais très heureux maintenant de répondre à vos questions. Gaëlle, je ne sais pas si tu as pu en avoir quelques-unes. Si, tout à fait. Il y a des premières questions. Donc, une question de Mathilde, à laquelle tu as déjà partiellement répondu. Quelles sont les langues déjà disponibles sur le Voice Lab? Et moi, j'en ajouterai une, c'est en quoi la diversité des langues européennes est un frein ou au contraire une opportunité pour le développement business du Voice Lab et de Voxist. Alors, donc pour ce qui est du Voice Lab à proprement parler, aujourd'hui, on commence juste, et donc on va commencer sur le français. Donc le travail qu'on est en train de commencer tout juste maintenant, c'est de créer cette base de données en langue française. Mais un des axes de développement qu'on a, c'est effectivement de reproduire l'initiative au niveau européen. Entre autres, Gaël et le Voice et le Hub Francia nous aident beaucoup à créer ces relations avec des acteurs similaires en Europe, parce que justement, je pense que la force potentiellement de faire ça au niveau européen, c'est que par exemple, disons, si on prend le laiton, je pense qu'il n'y aura jamais un acteur générique qui fera le laiton aussi bien que les gens en Lettonie. On a comme ça de nombreuses langues qui sont parlées en Europe qui ne sont pas forcément parlées par un très grand nombre de locuteurs. Et donc, pour un acteur global, ce n'est pas forcément leur priorité. Et donc, c'est une opportunité pour nous parce que ça veut dire que de la même façon dont tout à l'heure je parlais fonctionnellement du fait qu'on pouvait, en ayant cette place de marché, agréger un certain nombre de compétences très pointues qui nous permettent au final d'être plus compétitifs qu'un généraliste. Et bien, de la même façon, si on travaille au niveau européen, on va pouvoir avoir une offre de langue qui sera beaucoup plus complète et de meilleure qualité qu'un généraliste. Donc voilà, on pense que ça peut être une opportunité, de la même façon que je le disais tout à l'heure sur le français en lui-même, qui est quand même une langue très parlée, mais où malheureusement il n'y a pas beaucoup de données. Donc quand vous testez des acteurs, je prends IBM et Microsoft, il y a encore, ça doit faire 2 ans, peut-être 3 maintenant, ils ne faisaient pas le français du tout. Parce qu'ils n'avaient pas les données nécessaires. Et aujourd'hui, ils le font, et honnêtement, ce n'est pas encore d'une qualité, du moins c'est pas la même qualité que celle qu'ils ont en anglais, on va dire. Et je pense qu'une des raisons qu'ils ont du mal, c'est qu'ils n'ont pas les données nécessaires. Donc voilà, le fait d'avoir des langues rares, c'est aussi un moyen d'avoir une offre plus complète et de meilleure qualité. Alors, il y a une question d'Angélique. Quelle place le commerce vocal prendra dans notre quotidien? Alors, j'étais passé sur BFM TV, dans, comment ils appellent ça, Innover dans le commerce. On avait eu des discussions sur la place du vocal, et effectivement, il y avait eu une discussion sur est-ce qu'un jour on s'imagine utiliser le vocal en magasin. Et ça paraissait un peu comment dire, futuriste et pas forcément approprié. Donc je pense qu'effectivement l'usage du vocal en grande surface n'est pas forcément là où il va y avoir le plus de choses. Ceci dit, on le voit quand même, je crois que c'est dans certains pays asiatiques, mais même peut-être aux US maintenant, que c'est quand même, quand vous avez les mains pleines avec les caddie, etc., les gens ils s'adressent à leur téléphone vocalement pour avoir des informations sur les produits qu'ils voient. Et donc, il y a une notion pas forcément de commerce au sens expérience d'achat, mais une expérience de prise d'information qui peut se faire vocalement dans les grandes surfaces. Après, l'autre domaine sur lequel là il y a véritablement des progressions importantes, c'est l'achat directement, donc au travers de vocaux, des enceintes intelligentes. Et ça, on voit aux États-Unis que ça décolle pas mal.
parce que c'est là où il y a, entre guillemets, un danger peut-être de désintermédiation assez important, parce que le jour où vous n'avez plus qu'à dire, je ne donnerai pas le nom de l'assistant, mais truc machin, j'ai besoin de 2 paquets de pâtes, et puis c'est truc machin qui va décider quelle pâte il vous faut et qui va vous faire l'achat et la commande. Eh bien pour les marques, c'est un risque. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il faut qu'on travaille sur, comment dirais-je, contrer le risque de duopole qu'on voit arriver. Très bien. Nous sommes vraiment sur le vocal. Hein. La vidéo a été désactivée pour gagner en bande passante, puisqu'il y a eu un petit moment, une petite interruption du son. Et donc, une prochaine question, c'est dans quelle mesure le vocal est clé dans le cadre de l'évolution des paiements? C'est une question de Benjamin. Alors, je ne sais pas si c'est clé, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des nouvelles évolutions dans ce domaine-là, et qui peuvent en fait renforcer la sécurité dans le cadre de l'achat. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est des technologies qui vous permettent, quand vous êtes en discussion, même avec un être humain, donc imaginons, j'appelle un commerçant, un centre d'appel, bref, je suis en discussion avec quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'être un assistant vocal, et au moment de la prise d'achat, quand je dois donner mes coordonnées bancaires, aujourd'hui, c'est quand même un moment qui n'est pas très confortable, parce qu'on se dit toujours, bah oui, mais la personne qui est en face, là, est-ce que je peux vraiment avoir confiance? Eh bien, maintenant, il y a des sociétés, dont des sociétés françaises, entre autres, qui travaillent sur une technologie qui va pouvoir reconnaître ce moment dans la conversation, l'intégrer pour faire l'authentification du paiement, et s'assurer que de l'autre côté, la personne que vous avez, en fait, n'entend pas cette partie-là de la conversation. Et donc, on peut imaginer qu'on va pouvoir fluidifier et sécuriser finalement le paiement, en partie grâce au vocal. Après, il y a un autre domaine dans lequel on voit des choses auxquelles personnellement je crois un peu moins, qui est l'authentification vocale. L'idée que bien pour un paiement, de la même façon finalement que j'utilise mon doigt sur une reconnaissance d'empreinte digitale, j'utilise mon empreinte vocale. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'empreinte vocale, c'est un peu la course du chat à la souris. Il y a des sociétés qui vous disent, voilà, nous, on sait faire, et puis il y a une société, quelques mois, années plus tard, qui va vous dire, bah ouais, mais moi, je sais faire une fausse voix qui va déjouer la technique présente. Et je pense que cette course-là, elle va toujours exister, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un moment un vainqueur définitif. Donc, aujourd'hui, le vocal, pour faire de l'identification, c'est-à-dire je prends une conversation et on reconnaît ma voix, donc on me dit « Ah, bonjour Karel, vous êtes connecté à votre compte bancaire, qu'est-ce que vous voulez ?» Et à partir du moment où, par contre, j'ai besoin d'une authentification, le vocal ne me semble pas être le plus approprié. Mais par contre, ça peut être utilisé tout simplement, on va me demander un code secret, et je vais dire un code secret. Là, ils vont voir que, a priori, c'est ma voix, qu'en plus, je connais le code secret. Et donc, on est plus finalement sur un mode de two-factor authentication, comme on dit. Donc, un peu comme on le voit maintenant sur les téléphones, où vous tapez un code et en plus, vous devez recevoir une push notification ou un SMS et avoir un deuxième moyen d'authentification. Donc, la voix peut être un deuxième moyen, mais ça ne sera pas suffisant en soi-même. Très bien. Il y a une autre question qui était arrivée, c'était comment est-ce qu'on intègre le Voice Lab, quelles sont les conditions, et puis comment on fait quand on voit que dans le Voice Lab, il y a déjà des entreprises avec lesquelles on est potentiellement concurrent. C'est une question de Stéphane. Ok. Alors, plusieurs points. Donc, pour ce qui est je vais répondre par la fin. Pour ce qui est de la problématique de concurrence, de compétition éventuelle entre les différents membres, nous, notre point de vue, c'est de se dire que
si on a 2 membres français qui travaillent dans le même domaine, il est peu probable que l'enjeu il soit vraiment entre ces 2 acteurs. L'enjeu, il est avec d'autres acteurs beaucoup plus gros qui ne sont pas dans le Voice Lab. Et donc, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir être un comment on dit là, faire de la coopétition, je ne me rappelle plus du mot là, à la fois coopérer et être compétiteur, les deux à la fois. Et donc, effectivement, il faut être dans cette vision et partager ce point de vue qui n'est pas forcément le cas pour toutes les entreprises. Mais voilà, nous, on pense qu'on peut être à la fois compétiteur commercialement et coopérer sur des briques techniques. On va ensemble bénéficier d'améliorations qui fait que peut-être que finalement, il y a un peu de transfert de compétences entre les 2 entités françaises ou européennes, mais au final, ça va nous permettre à tous d'être beaucoup plus compétitifs au niveau international, et c'est quand même ça qui est intéressant. Donc là, je parle plus pour les membres qui apportent des solutions techniques. Après, pour ce qui est des membres entreprises qui sont pas forcément qui apportent pas forcément des solutions techniques, mais plutôt des données qui vont permettre aux fournisseurs techniques d'améliorer leurs compétences dans le vertical en question. Alors, je ne sais pas, prenons par exemple un exemple avec des banques. Donc, imaginons qu'il y a une banque qui nous apporte des données bancaires pour qu'on soit meilleur dans notre capacité à faire de la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale avec du vocabulaire financier. Il y a une autre banque qui arrive et qui veut travailler aussi avec nous. Alors, d'une certaine façon, vous pouvez vous dire, oui, les données de l'une vont bénéficier à l'autre. Donc ça, c'est certain. Mais ça veut dire aussi que globalement, encore une fois, ça va permettre aux banques de trouver des acteurs français qui savent bien répondre aux besoins bancaires. Et après, la différenciation, elle va se faire, tu mets au niveau du service. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'avoir des très bonnes briques techniques. Et après, notre différenciation, elle va se faire généralement plus sur la construction du service. Donc ça, c'était pour la problématique de compétition. Après, comment on rentre au Voice Lab? Alors, comment on rentre au Voice Lab? C'est relativement simple. Donc aujourd'hui, on a plusieurs types de membres. On a donc des membres ce qu'on appelle des membres collaborateurs, contributeurs, voilà. Donc l'idée, ça sont de la donnée pour contribuer à la création de cet écosystème, soit qui vont apporter des briques techniques ou de la ressource humaine pour construire. Et on a des membres standards qui sont ceux qui vont vouloir utiliser le résultat de nos travaux. Après, les critères vont être de partager cette vision qu'on a, de créer une marketplace et de mettre en commun nos ressources pour qu'on soit bien tous alignés en termes de vision et de direction. Très bien. Une question encore un peu complémentaire de Philippe. Bonjour, nous sommes un pure player du domaine NLP, NLU. Pouvons-nous intégrer le Voice Lab? Avec grand plaisir. Donc, comme je le montrais à un moment donné dans les briques de ce que j'appelais les moteurs, donc en plus aujourd'hui on n'a pas tellement de moteurs NLU, NLP parmi nos membres, mais voilà, on a vocation à pouvoir héberger plusieurs moteurs. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir co-construire ensemble pour améliorer l'ensemble de ces moteurs, et puis la différenciation, elle va se faire sur, entre guillemets, votre secret sauce, plus que sur les données en elles-mêmes. Du moins, c'est l'espérance qu'on a. J'aurais de mon côté une question. Vous êtes combien de membres actuellement dans le Voice Lab? Est-ce que vous couvrez l'intégralité des briques nécessaires pour justement créer des solutions de bout en bout? Ou est-ce qu'il y a des domaines où vous êtes déjà mieux constitués et d'autres, au contraire, où vous avez besoin peut-être de renforcer les memberships? Aujourd'hui, on a une vingtaine de membres. Côté recherche, on a, je pense, à peu près tous les labos français qui travaillent dans le domaine. Il y a peut-être un ou deux qui manquent, mais bon, en tout cas, la majorité font partie du Voice Lab. Après, côté entreprise,
Aujourd'hui, on a plutôt commencé avec des acteurs de taille petite, moyenne. On a un certain nombre de gros acteurs qui ne nous ont pas encore rejoints, qui regardent, mais qui ne savent pas encore s'ils vont adhérer ou pas. Et on a plutôt des acteurs dans le domaine de la reconnaissance vocale, puisque c'est ce sur quoi on s'est focalisé au départ. On a peut-être qu'un seul acteur dans le domaine de la synthèse, je crois, à l'heure actuelle. Et ce que je disais sur le NLU, NLP aujourd'hui, je ne crois pas qu'on avait encore de membres dans ce domaine-là, parce que ça n'a pas été vraiment le domaine sur lequel on s'est concentré pour commencer. Très bien. Il y a une question encore d'un autre Stéphane. Doit-on adopter une stratégie de référencement, moteur de recherche, spécifique pour nos services et produits vocaux? Alors, honnêtement, je ne suis pas forcément un spécialiste du SEO, mais je pense que une des choses qu'on essaye de faire avec la place de marché du VoiceLab, c'est justement de donner plus de visibilité aux acteurs français et européens, parce que aujourd'hui, effectivement, la problématique quand vous voulez faire connaître votre service, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un marché très fragmenté avec de nombreux acteurs qui sont relativement de taille petite ou moyenne, avec en plus une problématique de compréhension des acheteurs sur, voilà, si vous regardez, je sais pas, le marché des créateurs d'assistants vocaux en France, il y en a au moins une dizaine. Et vous dites, c'est quoi la différence? Et c'est pas facile de comprendre. Voilà, il y en a un qui est plus spécialiste sur le commerce, dans le médical, dans tel type d'interaction, plutôt sur du centre d'appel, plutôt sur du site web, etc. Et donc, un des enjeux pour nous de créer cette place de marché, c'est de pouvoir faciliter l'identification des acteurs qui correspondent aux besoins. Donc, si vous êtes une entreprise qui a un besoin dans le domaine vocal, que ça soit facile pour vous de vous dire, le plus simple, c'est je vais sur le VoiceLab, je regarde dans la base de données en fonction de mes critères, je vais trouver les acteurs qui savent répondre à ce besoin, et après, je vais pouvoir les contacter et trouver celui qui correspond le mieux à ce que je recherche. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué, et je pense que ce n'est pas juste un problème de search engine optimization spécifiquement, c'est que le marché est encore jeune, les gens qui cherchent ne savent pas forcément non plus ce qu'ils cherchent, et donc il y a encore un travail d'éducation aussi qu'on va mettre en place. Une autre question qui était arrivée d'Isabelle, qui était, je dis était parce qu'elle était arrivée avant le webinaire, c'était sur l'existence d'alternatives européennes pour des assistants vocaux tels que celui qui a été qualifié de truc machin en générique. Est-ce qu'il y a des alternatives européennes qui sont en train de se construire, ou est-ce qu'on doit vraiment choisir entre les assistants du duopole? C'est un peu le souci. Alors, de nos membres créateurs, c'est une société française qui s'appelait Snips, qui essayait de créer justement cette alternative. Alors, malheureusement, j'ai pas vraiment envie de dire malheureusement, parce que c'est quand même une bonne exit entre guillemets pour eux. Ils ont été rachetés par Sonos, donc un acteur américain qui va les intégrer dans les Sonos, donc ça va quand même faire un concurrent potentiellement aux autres grands qui sont sur ce marché. Par contre, c'est vrai que ça enlève un acteur qui était intéressant, parce qu'il crée quelque chose une offre un peu générique qui aurait permis à tout et chacun de créer son propre assistant vocal, parce qu'ils allaient mettre en place des briques qui permettent facilement de créer. Ils travaillent avec des fabricants de puces pour que ça soit intégré dans des puces, etc. Et malheureusement, à l'heure actuelle, depuis leur achat, il n'y a pas vraiment un acteur européen qui soit identifié.
Est-ce que c'est dans le projet du Voice Lab éventuellement de susciter aussi ce produit-là, la création de ce produit-là au niveau européen? Alors, pas forcément sur le produit en lui-même. Ce qu'on souhaite en tout cas, c'est de mettre en place un écosystème qui permettrait à un acteur qui souhaite le faire d'avoir les briques lui permettant de construire ce type de produit. Après, je pense qu'il y a une vraie question sur un certain nombre de gros acteurs du monde du numérique. Je pense entre autres aux opérateurs télécoms qui, dans leur box, ont essayé de créer leur propre assistants, mais de façon pour l'instant pas très concertée. Et aussi les constructeurs automobiles qui aussi ont essayé de travailler sur des solutions concurrentes à ceux des grands acteurs monopolistes, on va dire. Moi, j'espère qu'on va pouvoir voir certains de ces acteurs, à un moment donné, se réaliser qu'ils ont besoin de co-construire, qu'ils ne vont pas pouvoir chacun faire une solution de leur côté qui va vraiment avoir la taille critique pour concurrencer les deux gros acteurs. Mais bon, voilà, c'est pas gagné du tout. On a encore une question de Walid. Les USA s'appuient sur les GAFAM pour diffuser leur technologie d'IA. Comment allez-vous faire pour faire face à cette concurrence? Alors, si on regarde en termes purement technologiques, c'est-à-dire la capacité à développer des solutions d'intelligence artificielle, ce qu'on peut voir, c'est que les Européens sont capables de le faire, et on voit qu'un grand nombre de ces acteurs ont des labos en Europe, en France entre autres, qu'il y a pas mal de Français qui sont à la tête de labos nord-américains. Donc, ce n'est pas un problème de compétences. Et c'est d'ailleurs un travail que le Hub fait aussi au niveau de l'accès à l'éducation sur ces domaines. Derrière, la problématique, elle est plus, je dirais, entre guillemets, industrielle, qui est la capacité qu'ont les Français, les Européens, à construire des acteurs de taille entre guillemets, colossale. Donc on a un problème, mais pas seulement dans l'intelligence artificielle, hein, on a un problème plus global dans la tech, comme on dit parfois, qui est qu'on arrive à avoir des très bonnes startups, des jeunes pousses, comme on dit, dont Voxist, moi je considère on est encore à ce niveau-là. On arrive après à avoir un certain nombre d'acteurs de taille moyenne et grosses qui fonctionnent bien. On est beaucoup moins, on a été beaucoup moins performant dans la création d'acteurs globaux de taille vraiment conséquente. On voit qu'on a quelques licornes. Alors, je ne sais pas si l'objectif, c'est d'avoir des licornes, mais en tout cas, voilà, on n'a pas su forcément le faire. Et c'est pour ça que, pour moi, un des axes intéressants de ce qu'on fait avec le Voice Lab, je ne sais pas si, honnêtement, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de le tenter, c'est d'essayer de travailler plus sur de la coopération, en se disant, on n'est pas forcément capable de construire un acteur quasi hégémonique comme peuvent le faire les Américains, mais par contre, on est peut-être capable de travailler en groupe pour construire des écosystèmes qui, dans leur globalité, vont pouvoir apporter une vraie compétition dans ces domaines-là. Et je pense que quand on voit un petit peu les évolutions de tout ce qui était open source et des acteurs en mode SaaS, on se rend compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du possible aujourd'hui que ça ne l'était auparavant, où
les coûts pour avoir une infrastructure, le mode de travail demandé à ce qu'il y ait un seul acteur qui puisse avoir des moyens considérables pour faire de la R&D, pour construire une infrastructure. Et aujourd'hui, tout ça est devenu plus simple. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Un grand merci de Walid. Est-ce que, Karel, peut-être tu as un mot pour la fin, un message clé que tu voudrais faire passer autour des technologies vocales dans l'IA? Moi, ce que je voulais peut-être redire et transmettre, c'est que aujourd'hui, la technologie, enfin les technologies autour du vocal ont fait des progrès considérables. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens, d'entreprises qui ont des doutes parce qu'ils ont fait des choses dans le passé et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc je crois qu'en tout cas, mon mot, c'est n'hésitez pas à tester, à vous rapprocher même du Voice Lab si vous avez des questions pour qu'on vous identifie des acteurs qui puissent peut-être le mieux vous aider dans ce domaine-là. Et voilà, il faut être réaliste en même temps. On ne peut pas tout faire aujourd'hui, hein, il y a encore des limitations. Mais les 3-4 dernières années, il y a eu des progrès vraiment importants. Donc la compréhension est de mieux en mieux. Plus on est spécifique dans le domaine, plus on est capable de bien comprendre. Alors les annonces de certains gros acteurs qui vous disent que maintenant la machine comprend mieux que l'humain, je pense que c'est peut-être vrai dans un domaine très très spécifique et on a oublié de mettre la petite étoile avec la liste de tous les paramètres, mais c'est vrai quand même qu'on voilà, on arrive à bien comprendre, et donc derrière avec toute la partie NLU qui est au progrès, on arrive à non seulement transformer la voix en texte, mais à comprendre le sens, à trouver les intentions, et donc à créer des réponses. Et là encore, c'est pareil, les technologies de synthèse vocale ont fait des progrès conséquents. Donc on a des voix maintenant qui sont quasiment humaines. On reconnaît généralement quand même, hein, honnêtement, que ce n'est pas une voix humaine, mais en tout cas, ça ne perturbe pas forcément la relation. Et donc ça, c'est important parce que le frein qu'on peut entendre de temps en temps sur « oh là là, mais de toute manière, les clients, ils n'ont pas envie ». Mais aujourd'hui, on voit que dans de nombreux cas, finalement, ils sont très satisfaits d'avoir une interface d'intelligence artificielle qui va répondre à leurs besoins plutôt que d'être en attente pour ne peut-être pas avoir de réponse à leurs questions. Donc voilà, le vocal, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vraiment entrer dans toutes les industries pour répondre à des problématiques concrètes, et il ne faut pas hésiter à les tester. Très bien. Un grand merci, Karel. Pour les participants également, merci. Pensez bien au sondage. Et donc, on a bien pu voir aujourd'hui combien les technologies vocales sont bel et bien en train de révolutionner l'expérience client. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci Gaël, merci à tous, à bientôt.